Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce journal dont voici le sommaire. Mesures de soutien de l'État aux producteurs sur les prix de cession des engrais au titre de la campagne agricole 2024-2025. Voici une des décisions prises en Conseil des ministres ce mercredi 17 avril 2024. D'autres décisions ont également meublé cette session. On fait le point dans cette édition. Le président du parti politique Union progressiste Le Renouveau, Joseph Diogbenou, a donné un point de presse ce mercredi 17 avril 2024. Occasion pour le premier responsable du parti de démentir les allégations faites contre sa personne dans les médias au sujet d'une probable candidature aux élections présidentielles de 2026. À suivre dans ce journal, les clarifications faites par Joseph Diogbenou. Un poste douanier au nord du Bénin a été attaqué par des individus armés non identifiés. Le drame s'est produit aux environs de 22 h dans la nuit du mardi 16 au mercredi 17 avril 2024. Le bilan fait état de 3 morts, dont 2 civils et 1 blessé grave. Les faits se sont déroulés à Malanville, précisément à Moncassa, arrondissement de Gao. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Kpakpa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. À nouveau, bonsoir, ravi de vous retrouver et merci de nous préférer pour vous informer. Le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 17 avril 2024 sous la présidence effective du chef de l'État, chef du gouvernement et président de la République, Patrice Talon. Comme à l'accoutumée, d'importantes décisions ont été prises. Au titre des mesures normatives, le Conseil a transmis à l'Assemblée nationale pour autorisation de ratification la convention portant statut du fleuve Mono et création de l'autorité du bassin du Mono. À l'attribution, organisation et fonctionnement du ministère de l'Énergie, de l'Eau et des Mines, à l'approbation des plans d'aménagement participatif des forêts classées, à l'attribution, organisation et fonctionnement du comité interministériel de pilotage de la politique nationale de décentralisation et de déconcentration, à l'approbation des statuts modifiés de l'Agence nationale des patrimoines touristiques et nomination des membres de son conseil d'administration, à l'approbation des statuts modifiés de l'Agence béninoise pour le développement du tourisme et nomination des membres de son conseil d'administration, à l'approbation des statuts modifiés de l'Agence développement des arts et de la culture et nomination des membres de son conseil d'administration. Dans le registre des communications, on note la contractualisation pour la mission de maîtrise d'œuvre complète du projet de construction de l'hôtel de ville de Porto Novo, les mesures de soutien de l'État aux producteurs sur les prix de cession des engrais au titre de la campagne agricole 2024-2025, à l'homologation des prix de cession des insecticides, herbicides ainsi que du prix d'achat de coton-graines aux producteurs au titre de la campagne agricole 2024-2025. Au titre des mesures individuelles, le Conseil a également procédé à des nominations au ministère des Affaires étrangères. Nous y reviendrons plus en détail dans nos prochaines éditions de journal télévisé.
Je l'annonce au sommaire de cette édition, le président du parti politique Union progressiste Le Renouveau, Joseph Diogbenou, a donné un point de presse dans l'après-midi de ce mercredi 17 avril 2024. Occasion pour le premier responsable du parti de démentir les allégations faites contre sa personne dans les médias au sujet d'une probable candidature aux élections présidentielles de 2026. Suivez ces propos au micro de Aneldo. Les événements de ces derniers jours, faits de montages grotesques et de calomnies, m'obligent, par devoir, par fidélité à la vérité, par responsabilité, de rompre le silence. Le présent point de presse a pour objet d'apporter les clarifications nécessaires à nos concitoyens qui, épris de paix et de justice, ont besoin de vérité. Depuis quelques jours, en effet, des propos relevant de l'imagination de leurs auteurs, mensongers, diffamatoires, sont largement diffusés, donnant lieu à des commentaires tendancieux, imputés à ma personne et au parti. Ces propos méritent d'être démentis avec énergie. La question des candidatures aux différentes élections, aux différents scrutins, ne peut en effet être examinée en dehors de notre parti. Comme l'exige la réforme du système partisan, dont notre parti est l'émanation et le garant, la seule autorité et le seul cadre pour identifier, pour discuter, pour retenir les candidatures aux élections politiques déterminantes pour l'avenir de notre nation sont les partis politiques. Pour ce qui concerne l'Union progressiste Le Renouveau, aussi légitimes que soient les ambitions personnelles, aussi importantes que soient les positions et les statuts politiques, gouvernementales ou administratives, passées ou actuelles des personnalités membres du parti, elles ne sauraient être placées au-dessus de ses valeurs, de ses objectifs, ni de sa stratégie. Il reviendra exclusivement à l'Union progressiste Le Renouveau, dans les formes et selon les modalités qu'elle aura déterminées, de désigner celles et ceux parmi ces militants susceptibles d'être soumis au choix de nos compatriotes en vue de la préservation et du renforcement des acquis socio-économiques. Il en sera notamment ainsi des candidatures à l'élection du duo président de la République et vice-président de la République. Or, dans une parution électronique d'un quotidien prétendu, publié et amplifié sur les réseaux sociaux, il m'est imputé des propos tendant à insinuer que, je cite, « je serai candidat même sous le crépitement des armes ». Fin de citation. Il n'est ni de ma religion, vous le savez, ni de ma culture, encore moins de mon engagement, dans la ligne politique à laquelle je souscris et à la lumière de laquelle le parti est conduit, de tenir de tels propos et d'évoquer une éventuelle candidature à la présidentielle à venir, et ce, au péril et au mépris de la paix publique et de la cohésion nationale. Les ministres des trois ordres d'enseignement ont éclairé les professionnels des médias sur des questions relevant de leur sous-secteur lors d'une conférence de presse ce mercredi à Cotonou. Du reversement des AME à l'organisation des examens nationaux de fin d'année, plusieurs sujets ont été abordés. Suivez le point des avancées au niveau sectoriel de l'enseignement supérieur avec la ministre Éléonore Yahi Ladécan. Reportage signé Setondelarios Adjagbeno. Pour ce qui concerne le nombre des enseignants, vous êtes d'accord avec nous que le besoin est assez fort pour recruter les assistants au niveau des universités. Ce qui a changé et sur lequel nous ne revenons pas,
nous ne revenons plus, c'est le fichier. L'existence maintenant d'un fichier où nous pouvons aller chercher les futurs assistants dans les universités. Je voudrais sincèrement compter sur vous pour que cela soit bien partagé avec le public. Il existe maintenant le fichier national des aspirants à l'enseignement supérieur. Et quand nous le disons, évitons de faire des amalgames. Nous ne disons pas que désormais, au niveau du supérieur, nous allons déployer les aspirants au niveau du supérieur. C'est la base qui contient ceux qui voudraient bien alors s'intéresser à cette pratique pédagogique au niveau des universités que nous appelons comme ça. Dès que la base les regroupe, les recense, nous lançons le recrutement et ceux qui sont issus de ce recrutement sont appelés bel et bien des assistants. Et ce sont eux qui iront dans les universités. À ce niveau, pour cette première initiative, nous avons, si je peux me permettre de partager quelques données avec vous, ce fichier a enregistré un effectif de 3482 postulants. Et ces postulants ont déposé leur dossier en ligne. Il est important de revenir sur quelque chose qui est important, qui est nécessaire d'être partagé avec vous. Nous avons la responsabilité de prendre en charge nos enfants. Et nous souhaitons que ces apprenants comprennent les consignes pour que, au terme de leur formation, le taux de réussite soit assez intéressant. Parce que désormais, dans les résultats des apprenants, se trouve aussi bien leur contribution que l'influence et l'évaluation des encadreurs. Alors, il était intéressant de comprendre comment ces acteurs, ces futurs assistants enseignants, comprennent-ils les consignes. Cette première édition nous a permis de noter que ce sujet mérite d'être encore renforcé au niveau de ceux qui veulent bien s'essayer dans cette formation. Ainsi, sur 3482 candidats, nous avons globalement une liste définitive qui va sortir bientôt et qui révèle un chiffre d'environ 1400. 1400 donc aspirants. Ça veut dire que le reste n'a pas pu passer ce filtre. Et si je dois ouvrir un coin de voile et dire que les différents jurys qui ont apprécié la qualité des dossiers et qui ont vu les contenus, ainsi que la délégation, qui est l'organe actuel qui se charge de ces questions, la délégation au contrôle et à l'éthique, si ces instances devraient tenir compte des critères, laissez-moi vous dire que le taux, l'effectif global aurait pu être autour de 234. C'était ça. Mais compte tenu de cette première édition et des précisions qui n'ont pas été données à certains niveaux, nous avons pu quand même mettre en place une certaine dérogation. Ça veut dire que la prochaine édition ne va plus recevoir ce type de dérogation. Un dossier qui est mal monté va être irrecevable purement et simplement. Donc je voudrais que vous gardiez ce chiffre qui va être d'ici quelques jours communiqué officiellement à tout le public. Nous avons reçu seulement hier la réponse de la délégation au contrôle à l'éthique et nous nous apprêtons à sortir une publication de ces données. Beaucoup de critiques et d'attentes. Je dois également vous préciser qu'à ce niveau, le problème qui était apparu entre-temps sur le critère d'âge a été bel et bien pris en compte. Donc, il n'y a pas de critère d'âge qui pourrait frapper les uns ou les autres. Au niveau des acteurs, même les enseignants, nous avons un nouveau code qui est appelé le code d'éthique et de déontologie,
qui va devoir s'appliquer désormais à tous les enseignants pour les outiller, appeler leur attention sur leurs responsabilités. Toujours dans le même registre, concernant les enseignements maternels et primaires, le ministre Salimane Karimou évoque ce qui est fait depuis la première sortie conjointe des titulaires des portefeuilles de l'éducation nationale le 8 novembre 2023. Nous sommes au niveau du système éducatif béninois dans un contexte tout à fait normal. Il n'y a pas eu de perturbation. Il n'y a pas eu de revendications portées sur la place publique avant que le gouvernement ne prenne les mesures à l'intention des aspirants au métier d'enseignant, évoqué tout à l'heure par mon collègue du secondaire. Je voudrais que nous retenions que le gouvernement, aujourd'hui, est dans une logique d'anticipation, c'est-à-dire prendre des mesures pour prévenir les crises. Ceci étant, le deuxième trimestre échu a été essentiellement consacré au niveau du sous-secteur, en dehors de ce que nous venons d'évoquer comme situation particulière à l'intention des AME. Ce deuxième trimestre, au plan administratif, a été marqué par les préparatifs de l'organisation et du déroulement du certificat d'études primaires, session 2024. Et nous sommes restés dans la logique de 2023 à travers l'utilisation de la plateforme EducMaster. Pour ce qui concerne les inscriptions, et cette opération nous a permis aujourd'hui d'avoir, pour le certificat d'études primaires session 2024, environ 256 968 candidats, contre 241 554 en 2023, donc soit une augmentation de 15 414, ce qui représente un taux de 6,38%. Et qu'il vous souvienne qu'en 2023, c'est-à-dire entre 2022 et 2023, il y a une régression en termes de nombre d'inscrits au CEP, également d'environ 6%. Mais des mesures ont été prises pour pouvoir corriger le phénomène et nous constatons que, en peu de temps, cette déperdition, ces situations qui amenaient des candidats à quitter le système avant terme a été corrigé. C'est ce qui justifie le fait que déjà en moins d'un an, nous avons connu cette augmentation. Cela est également lié au fait que le système de suivi, le système d'encadrement a également connu d'amélioration. Autre information dans cette édition, un poste douanier situé à Moncassa, au nord du Bénin, a été attaqué par des individus armés non identifiés aux environs de 22 heures dans la nuit du mardi 16 au mercredi 17 avril 2024. Les faits se sont déroulés à Malanville, précisément à Moncassa, arrondissement de Garou. Le bilan fait état de 3 morts, dont 2 civils et 1 blessé grave. Selon une source, les terroristes ont fait irruption au niveau du poste douanier et ont ouvert le feu sur les personnes présentes, faisant plusieurs morts. Un agent de la mairie et un agent du phytosanitaire sont décédés. Un militaire a perdu la vie et un autre a été grièvement blessé. Le militaire grièvement blessé a été admis en urgence dans un centre de santé pour des soins intensifs. Convoqués ce lundi au tribunal de première instance de 2e classe de Natitangou, les fonctionnaires de la police républicaine impliqués dans une scène de violence sur un citoyen dans le cadre de l'opération
de répression des infractions au code de la route ont été auditionnés. À ce propos, quelques citoyens rencontrés dans la ville de Cotonou ont commenté cette actualité et profitent de l'occasion pour encourager les agents de la police républicaine dans l'exercice de leurs fonctions. Des propos recueillis par Quentin Amonso, Francis Farami et Nansirine Fatoumbi. Tout d'abord, je profite de cette occasion pour féliciter la police républicaine que nous avons actuellement. Ça dit pour la sécurité, vraiment, non, ils ont fait. Les gens sont en train de faire leur travail. Les gens disent que ils ont vu les policiers maltraiter un citoyen. Bon, maîtriser ou maltraiter, bon, en tout cas, moi, je n'ai pas vu les images. Mais je suppose, j'ai suivi le commentaire sur RFI et que ces policiers-là ont été arrêtés et ils sont en prison aujourd'hui. Au Bénin, il faut que nous cessions la pagaille. Et sans le feu, il n'y a pas de fumée, il y a pas de fumée, j'espère. Mais Magbé, mais pour le ton minimum, nous goûtons. Ni à Djamama le coup Mangangwa, ton ville sous ton yédodé. Je vais dire quelque chose, Béninois. S'il y a une loi qui a été votée par la représentation nationale du peuple à l'hémicycle, ou par un décret gouvernemental, le gouvernement s'impose devant la population en forçant la population de se mettre en ordre par les forces de l'ordre. C'est-à-dire, on va vous forcer de vous mettre en ordre. Si on peut décourager la police républicaine en respectant les tests. Si on peut les tests, on les décourage. S'ils viennent, c'est à voir. Tout le monde a respecté, il n'y a pas de souci. Donc la police, vraiment, ils font leur travail pour nous protéger, pour protéger le peuple, la population. Et que la population ne connaît pas ce que fait la police. Aujourd'hui, tout le monde croyait que les policiers sont nos premiers ennemis. Non, ils sont au soleil du matin jusqu'au soir. Vous voyez, ils sont au soleil du matin jusqu'au soir pour réprimer certains actes que font nos populations. Tout le monde ne comprend pas les choses de la même manière. Donc, vous les policiers, si vous venez, bon, monsieur, ceci là, c'est une infraction. C'est une infraction. Hein. Si vous allez vous comprendre, il n'y a pas de problème. Sur ce point, tout le monde sait que la police travaille pour nous-mêmes. C'est maintenant que le président Talon est en train de transformer l'état vaillou en un état disciplinaire. Vous voyez, sans la discipline, rien ne peut se passer. Rien ne peut être, rien ne peut être concrétisé. Autre information dans cette édition, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET a ouvert ce lundi 15 avril 2024 un procès contre 3 prisonniers. Les mis en cause sont accusés de détention et de consommation de cannabis à la prison civile d'Akpro Misrété. Convoqués à la barre ce lundi, les détenus ont reconnu les faits qui leur sont reprochés et ont plaidé coupables. Mais aucun des 3 prévenus ne sait comment le produit illicite s'est retrouvé dans la prison. Après les dépositions, les prévenus contre devant la Cour. Autant pour moi, le ministère public a requis, face aux aveux des détenus, 5 ans de prison, dont 3 ans ferme pour chacun. En attendant, la Cour spéciale a renvoyé le dossier au 13 mai 2024 pour le délibérer. L'Institut des artisans de justice et de paix Chandoiseau de Cotonou a débuté ce lundi la 2e session de formation des agents pastoraux pour le compte de l'année 2024. Cette formation vise à renforcer les compétences des participants sur la doctrine sociale de l'Église. Le point de la séance d'échange, de la première séance, dans cet élément signé Anel Doro. La 2e session de formation des agents pastoraux, organisée par l'Institut des artisans de justice et de paix Chandoiseau, IAJPCO, a pris son envol. Basé sur le thème « L'homme et la question sociale », ce rendez-vous de 2 semaines va permettre aux participants de se nourrir avec plusieurs thématiques. La formation des agents pastoraux, c'est un outil essentiel
pour tout jeune à la quête de l'emploi parce que c'est une formation en renforcement de capacité qui apporte un plus à la formation de la personne. Les formations que l'IAJP offre, d'accord, ce sont des formations basées essentiellement sur la doctrine sociale de l'Église. Pour cette session, nous avons un contenu plus ou moins varié, un contenu lié à la sociologie, anthropologie, lié à la théologie, à la philosophie, au droit. Nous avons des thèmes, par exemple, ce qui concerne la planification et la gestion stratégique, les questions de droit, notamment le droit au service de l'humain. Nous aurons également à discuter de la question de succession. Également, la traite des enfants. Nous parlerons également pour ce qui concerne les acteurs de la question de l'éducation familiale. Ceux qui ne sont pas informés de ce que l'IAJP a une telle formation, il faut commencer par les inviter à s'approcher de l'Institut, à s'approprier le programme que développe, ou les différents programmes que développe l'Institut et voir dans quelle mesure trouver l'arrimage pour commencer par participer, ne serait-ce qu'aux conférences ou, par exemple, aux ateliers qui sont organisés, ou colloques, symposiums qui sont organisés ici à l'IAJP. Une formation qui a déjà des effets positifs sur les participants. Elle est très riche, surtout au niveau de renforcement des capacités, au niveau d'abord de la gestion des ressources humaines. Il y a pas mal d'éléments qui reviennent et qui vraiment me permettent de gérer mon équipe. Et également au niveau de la gestion financière. On a eu pas mal également de cours l'année dernière qui m'ont permis vraiment de faire la part des choses et de savoir également suivre beaucoup plus, surtout mon comptable. Je ne suis pas financier, mais mon comptable, de la suivre, puis de lui donner également des directives, surtout dans la bonne gestion des ressources du diocèse. L'homme est un tout en réalité, donc, et sa complexité fait que, et pour les accompagner, pour les amener, et la paix dans les ménages chrétiens auxquels nous on s'attache, on a besoin de tout ce que nous sommes en train de faire ici en termes de connaissance de l'homme chrétien. Chrétien, qu'est-ce que ça englobe et qu'est-ce qu'il lui faut en matière d'économie, en matière de relations, hommes, femmes, enfants, tout ça, je crois que c'est très important. Et tout ce que nous sommes en train de faire au début, depuis la première session à ce jour, ça nous aide, ça répond à nos attentes. Cette deuxième session de formation des agents pastoraux a débuté par un enseignement basé sur l'être humain. C'est la conversion du regard par rapport à l'humain que les agents pastoraux doivent avoir aujourd'hui. Il faut nécessairement une conversion du regard par rapport à l'humain que nous sommes, parce que ces agents pastoraux sont d'aujourd'hui et il faut comprendre que l'être humain, surtout béninois ou africain, n'a pas été toujours conçu à partir de sa juste valeur jusque-là. C'est pourquoi le débat est parti de l'éducation traditionnelle familiale africaine, où j'ai montré que dans la tradition africaine, on ne visait rien d'autre que de façonner l'être humain. Bon, entre-temps, l'école est née. Mais quel est le contexte dans lequel l'école est née pour nous, pour relayer cette éducation-là? Est-ce que l'école a changé la conception traditionnelle de l'humain ou c'est la même conception qui est demeurée? Et pourquoi donc alors aujourd'hui la question de l'humain reste problème? Il fallait donc d'abord opérer ce que moi j'appelle donc le changement de paradigme. Et opérer, mais non, c'est déjà opéré, il fallait entrer dedans. Il faut que les agents pastoraux entrent dans la conception de l'humain, ce que l'humain a été toujours, ce que l'humain a connu dans la distorsion et ce que l'humain est aujourd'hui. Ce premier jour de la deuxième session de formation des agents pastoraux s'achève par une messe d'action de grâce. Le programme initié par l'Institut des artisans de justice et de paix, Chant d'Oiseau, donne les moyens nécessaires aux participants impactés par leurs compétences. Et puis on parle société pour finir cette édition. Le tutoiement est défini comme le fait d'user de la deuxième personne du singulier pour s'adresser à quelqu'un par opposition à vous voyez.
En Afrique, il est de coutume de vouvoyer ses parents, mais dans certaines coutumes, comme en Europe, il est permis par contre de tutoyer les parents ou même des personnes bien âgées. Interrogés à ce sujet, quelques citoyens béninois se prononcent. Ils s'expriment au micro de nos reporters. Parce que miwe kon miwe to me yu baji baba yi wona to wo o baba yi wona vi du moins ska yi wi wona vi ne te do mine ne do dagbe ne do hona do yan do rin ni vi so ri wona baba yi ton e ma so ne wutu e so bo e ma do hojo wona baba yi même baba to ni gbegbe wa même si ado wona kan baba to e ma so ne wutu amagalo yi na baba to we ko do hojo ne. Au Bénin, c'est rare de voir un enfant tutoyer son parent. Si c'est pas que je dirais que les manières de faire ont changé un peu. Il y a d'autres qui préfèrent les occidentaux et dans des foyers maintenant, vous allez voir que l'enfant tutoie ses parents, tout ça là. Sinon au Bénin, selon notre tradition, c'est que tu dois vous voyez tes parents. Il n'y a pas, même à commencer même à partir de tes grands frères, grands soeurs, tu les vous vois. Vous comprenez un peu? Et ça là, ça donne une certaine considération dans nos familles respectives. Et quand vous allez dans les familles, c'est ça d'abord. Même si on dit fofo, c'est fofo on dit. Même si le petit dit, hey, on dit non, on ne dit pas ça. Il faut dire dada. Du tout, même ses parents en Afrique, c'est tout d'abord ça montre un acte d'impolitesse. Ça montre que vraiment celui-là, il a été mal éduqué. Ça dit l'éducation, c'est qu'il a raté l'éducation à la base. Donc en Afrique, là, notre thème là, c'est qu'on doit toujours vous voyez les parents. L'éducation africaine nous dit de ne pas tutoyer nos devanciers, nos seniors, nos grands frères, nos parents. Ce sont les Européens qui nous ont appris tout ça. Sinon, moi, ma femme, pour me saluer, elle s'agenouille quelque part pour me saluer. Moi, je n'en veux pas, mais c'est de son habitude. Vous voyez, non? Donc, et se tutoyer, notre éducation a refusé. L'enfant qui a d'abord, je dirais, 5 ans, tutoie ses parents, il y a une façon de le ramener à la raison. On dit, quand on voit une personne plus âgée que toi, tu dis vous. C'est ça qu'on dit au Bénin. Donc, c'est petit à petit que vous allez apprendre à comprendre cela. Vous comprenez un peu? C'est pas que, comme il dit ça, il faut le taper de suite. Non, non, non. Il faut l'amener à comprendre. C'est ce que moi j'ai fait d'ailleurs. Le fait de tuer ses parents, c'est comment dirais-je, c'est européen, c'est une nation européenne. Donc en Afrique là, ça ne peut pas se faire. Donc si même tu peux tuer tes parents d'une manière respectueuse ou quoi là, ça montre toujours comment dirais-je que tu as été mal appris. Ainsi prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. Belle suite de programmes sur EZA TV.